Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Clémence Boulouc, vous êtes la première invitée de la saison 4 des dégustations littéraires cheminées ensemble des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. À cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandail et Chignon. Ready? Go. Voilà. Clémence Boulouc, vous êtes parisienne, vous avez étudié en France mais aussi aux États-Unis. Pourquoi ce choix et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience américaine? Alors je suis parisienne mais je suis aussi new-yorkaise, je suis franco-américaine en fait. Et donc cette expérience new-yorkaise dure maintenant depuis 16 ans. Je suis partie en 2008 et je suis professeure à l'Université de Columbia à New York. Et j'aime avoir en fait cette double identité, cette façon de prendre le meilleur des deux et de pouvoir, être entre deux rives. Je pense que c'est toujours important de voir, d'avoir un peu de distance face à son quotidien, face à parfois ses agacements, les choses qu'on aime, ses admirations. On est multiples et moi je vis cette multiplicité aussi dans cette double appartenance. Alors vous avez étudié en France et aussi aux États-Unis. C'est quoi la différence majeure entre les deux types d'études? Alors j'ai fait des études différentes en France et aux États-Unis. J'ai fait Sciences Po et une école de commerce, qui est un peu une erreur de casting. Mais enfin, j'ai appris des choses, j'ai appris comment le monde fonctionnait, la finance, etc. C'est choses un peu parfois ésotériques. Et aux États-Unis, j'ai fait un doctorat, donc c'est vraiment des parcours différents. En même temps, ce qui est très marquant, c'est qu'aux États-Unis, il y a parfois, et c'était un choc quand je suis arrivée, un accent mis sur la façon dont l'étudiant reçoit le savoir. Alors qu'en France, il faut d'abord arriver à un certain niveau de savoir pour après pouvoir s'exprimer. Je me souviens dans ce qui s'appelle discussion section, donc des sections de discussion qui seraient l'équivalent des TD. En fait, il y a véritablement une prise de parole des étudiants qui, moi, au début, me saisissait. Je me disais, mais dans un système français, il faudrait attendre d'être en post-doctorat ou vraiment être spécialiste dans son domaine pour s'exprimer. Et en fait, il y a quelque chose qui est un peu comme ça, décomplexé. Alors parfois, ça donne des résultats absolument catastrophiques parce que quand un étudiant n'a pas fait exactement les lectures et qui croit qu'il doit participer, ça je me rends compte maintenant que je suis de l'autre côté, c'est quand même en général des opinions pas très informées et ça reste des opinions plus que du savoir. Et puis parfois, ça permet aussi de voir les petites étincelles. Et donc, il y a véritablement quelque chose d'assez différent dans le rapport au savoir. Vous connaissez bien la ville de New York. Vous êtes professeur à l'Université Columbia depuis 9 ans, je crois. Oui. Ouais. Je vous pose donc la même question que j'ai déjà posée à Marc Lévy, new-yorkais lui aussi. Mon voisin, presque. Si vous ne disposez que d'une journée pour faire découvrir cette ville à un ou une amie, où l'amenez-vous? J'aurais dû lui demander les questions avant. Écoutez, une journée? Oui. Alors, on commencerait dans le East Village, qui est l'endroit où beaucoup d'immigrants arrivaient, le musée de l'immigration. Je pense que si on ne comprend pas l'immigration à New York, on ne comprend pas la ville. Et puis on cheminerait comme ça vers le Washington Square, le village, donc où il y a eu toute une bohème, où Edith Wharton était là, Henry James, etc. Et puis je marche beaucoup, donc peut-être mon ami, cet ami en question me détesterait à la fin de la journée, mais on continuerait après probablement vers Central Park, parce que c'est vraiment le poumon vert de la ville, et après on prendrait un embranchement à droite pour aller au Met, et aussi à un endroit que j'aime beaucoup qui est la Neue Galerie, qui est, et ça c'est un peu en rapport avec mes tropismes autrichiens, qui est l'endroit, un manoir où sont rassemblées les collections qui ont à voir avec la Vienne du début du siècle, et où il y a des Klimt magnifiques, et puis on a oublié de déjeuner dans tout ça. Et oui, c'était ma question suivante du coup. Oui, j'ai anticipé. Il y a un bon restaurant, c'est pas très américain, il y a un bon restaurant dans cet endroit qui a de la nourriture viennoise, mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu américain, vous voulez un hamburger, c'est ça? Non, pas nécessairement. C'est votre New York. Non. C'est vous qui alors je vais dire non au hamburger et on continuera vers Harlem. Bon, là, je pense qu'on en serait quasiment au dîner, en fait, pour aller dans un... Allons-y pour le dîner. Voilà, dans un restaurant à Harlem. Ok. Voilà. Mais merci beaucoup pour cette visite. Et ça fait beaucoup de kilomètres dans la journée. Donc, en fait, ce serait une journée de 48 heures, mais bon, on aura commencé tôt. C'est parfait. Donc, vous êtes professeur et docteur en histoire
et études juives. Est-ce que l'actualité de cette année 2024 bouscule votre travail auprès de vos étudiants ? Et comment ? Donc depuis le 7 octobre 2023, tout a changé en fait. Les campus américains ont été évidemment le lieu de beaucoup d'agitation, d'émotions, parfois même de turbulences. Le Moyen-Orient capte toutes les passions, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce rapport qui a trouvé ce délicat équilibre entre les passions et la compréhension, une sorte d'intelligence au sens étymologique. Comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre la complexité sans abandonner une sorte d'engagement ou de conviction, mais faire en sorte que cette complexité vous permette d'avoir davantage d'empathie peut-être, de comprendre que les slogans ne sont pas une façon de penser, que de faire des slogans, finalement, en plus en étant si loin de ce qui se passe, n'aide pas nécessairement à résoudre une équation qui est tellement compliquée. Il y a quelque chose qui me fait toujours question, en fait, c'est décider de ne pas voir la souffrance d'autrui, quel qu'il soit, même si c'est votre ennemi, c'est vous ôter une part d'humanité. Et je pense qu'on est dans un monde dans lequel les convictions et les certitudes, en fait, cette façon d'avoir besoin d'avoir des certitudes fait qu'il y a une sorte de façon d'être aveugle à la douleur d'autrui et c'est une douleur que vous vous infligez finalement parce que c'est une partie de votre humanité que vous abandonnez. Tout le monde s'en rend coupable à un moment ou à un autre. Je ne suis pas en train de jeter la pierre nécessairement, mais c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que les émotions peuvent être un moteur, mais si ces émotions sont sans socle de compréhension, alors elles sont contre-productives. Enfin, pas contre-productives parce que j'ai pas envie d'être dans un vocabulaire de production, mais oui, elles vous séparent de toute une partie de l'humanité. Et je pense que c'est difficile. Du coup, vous avez une certaine appréhension pour votre prochaine rentrée universitaire ou pas du tout ? Non, j'ai pas d'appréhension. Je voudrais vraiment être capable d'être au service d'une coexistence là-bas, à New York, et puis de dire aux étudiants que là-bas, comme au Moyen-Orient, je crois vraiment qu'il y a la place pour deux peuples et que c'est pas un jeu à somme nulle. Mais ça, c'est un discours qui est parfois difficile à entendre et qui peut vous rendre un peu seul parce que c'est vrai qu'encore une fois, les passions sont telles que c'est plus facile de donner les bons points et d'oublier encore une fois l'autre. Écoute, c'est Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Vous avez été journaliste, critique littéraire, vous êtes aussi professeur et écrivaine, c'est pour ça qu'on se rencontre ce soir. Alors, quelles sont les grandes étapes dans votre parcours d'écrivaine ? Le premier livre... Non, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire que j'aimais tellement les livres et je trouvais que les gens qui lisaient avaient l'air tellement heureux que j'ai voulu apprendre à écrire avant même d'écrire. Donc je dictais des livres à ma mère. Enfin, c'était pas des livres évidemment, c'était des petits textes comme ça j'écrivais sans même avoir écrit. Donc je pense que ça c'est un grand maman. Et puis le premier livre qui est sorti en 2003, Mort d'un silence, parce que de facto le livre existait avec une couverture et ça a été j'ai une dette de gratitude envers Teresa Cremézy, mon éditrice chez Gallimard, qui m'a fait confiance et aussi avant tout Patrick Modiano pour qui j'ai une admiration sans borne et à qui j'avais envoyé mon premier manuscrit sans savoir ce qu'il valait et en lui demandant si ce livre, si c'était un livre en fait, et vraiment un peu comme une main tendue, et il l'a apporté chez Gallimard. Même quand je vous dis ça, il y a quelque chose qui me semble irréel tellement c'est miraculeux, donc on n'est jamais à l'abri d'un miracle. Et par la suite, il y a eu d'autres grands... Oui, il y a eu d'autres livres. Alors, je me souviens quand je suis rentrée chez mon éditeur, il m'a dit bravo, mais le plus dur, c'est le second. C'était assez drôle, mais c'est vrai, en fait. Et puis, il y a eu un livre que j'ai écrit qui s'appelle Un instant de grâce sur Audrey Hepburn et la rencontre avec son père, qui parut en 2016, sur cette
ce père qui représentait tout ce contre quoi elle s'érigeait, un père qui était un sympathisant nazi alors qu'elle était ambassadeur pour l'UNESCO, un père qui l'avait abandonnée et un père qu'elle a revu 25 ans après cet abandon et qu'elle a décidé de pardonner. Donc cette question de qu'est-ce qui fait la grâce, c'est peut-être aussi une résilience, ou la résilience une forme de grâce. Et puis d'autres livres, en fait, alors vous me parliez des étapes. Donc dans mon autre vie universitaire, j'écris en anglais et donc mes travaux sont aussi en anglais. Donc j'ai aussi toute cette autre partie de moi, de ce que j'écris, qui est avec... Je sais qu'il y aura peu de lecteurs parce que c'est des sujets très précis avec beaucoup de notes de bas de page. Voilà. Dans votre dernier livre, Le sentiment des crépuscules, vous évoquez une rencontre entre Zweig, Freud et Dali. Mm-hmm. Alors, la rencontre entre ces trois personnages a vraiment eu lieu. Comment avez-vous imaginé leur conversation ? Alors, les sujets, bien sûr, mais aussi le choix des mots. En les écoutant beaucoup, alors c'était plus facile d'écouter Dali puisqu'il y a beaucoup d'enregistrements de YouTube, vous le voyez, et c'est vrai qu'il avait un phrasé extraordinaire et une façon de parler que j'essayais de répéter en moi pour trouver les intonations et pour trouver ce ton qui était si singulier. Et puis en ce qui concerne Freud et Zweig, j'ai beaucoup lu Zweig. J'hésite entre Zweig et Zweig tout le temps, mais c'est pas grave, on parle de la même personne. Et donc j'essayais de trouver la musique de ces phrases pour pouvoir, parce que j'imagine qu'on parle aussi, on écrit un peu comme on parle, et Freud est beaucoup plus d'abord silencieux parce qu'il a ce cancer qui lui ronge la mâchoire au moment où l'action du livre prend place, et il était de toute façon quelqu'un qui écoutait, puisque la psychanalyse c'est aussi beaucoup d'écoute, donc ses paroles sont beaucoup plus, il est beaucoup moins loquace. Et puis Anna qui est la fille est quelqu'un qui est aussi dans la miniature un peu pour être un peu une présence bienveillante. Donc j'imaginais qu'elle a cette façon de parler qui met les autres à l'aise et qui leur donne leur place. Est-ce que vous avez vu le film de Quentin Dupieux ? Oui. Vous en pensez quoi ? Mais moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement savoureux, mais c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu de parti pris. Et parfois, en entendant les acteurs, je voyais l'aspect réjouissant pour un acteur de camper quelqu'un qui est tellement exubérant. Et cette exubérance et cette façon d'être réjoui, en fait, je l'avais vécu un peu quand j'écrivais, et que parfois la plume partait dans des délires parce que, en fait, vous avez juste besoin de prendre sous la dictée. Tout ce que vous inventez et qui semble absurde chez Dali, en fait, sera toujours en deçà de la réalité parce qu'il vivait en absurdistan, vous voyez, et puis il dalinisait le monde, crétinisait le monde, il le dalinisait, donc il met le monde un peu au garde à vous de ses fantasmes et de ses folies, et donc c'est extrêmement réjouissant à écrire. Donc un film réussi. Oui. Pour revenir au sujet de l'actualité, de l'année 2024, est-ce qu'elle bouscule aussi votre travail d'écrivaine ? Elle l'informe. De toute façon, on écrit toujours, il faut être très réaliste, on écrit toujours avec ce qu'on est, nos émotions, notre savoir, de ce qu'on croit savoir, là d'où on écrit, mais effectivement, il y a des échos du livre, dans le livre, qui sont des échos de notre actualité. Le crépuscule, c'est aussi peut-être une interrogation sur les démocraties qui vacillent de part et d'autre de l'Atlantique. Et puis cette interrogation sur la haine la plus ancienne, qu'est l'antisémitisme, qui revient, cette violence envers le refus de prendre des réfugiés, qui est aussi au cœur du livre, donc 1938 aujourd'hui, et cette interrogation sur la responsabilité de l'écrivain face au monde tel qu'il va ou tel qu'il va mal, tel qu'il vacille. Dans le livre, il y a ce personnage de Dali qui, lui, finalement, n'a que faire du monde parce qu'il est sa propre mesure. Et moi, je serais plutôt dans l'équipe de Zweig et Freud, pour qui le monde est source est un souci. Et parfois vous vous dites à quoi bon, parce qu'il est difficile de le changer, mais je pense que c'est difficile de s'en extraire aussi, et que ce face à face au monde aussi, ce lit fait du livre une chambre d'écho. Et est-ce que vous pouvez décrire ce livre en 3 mots seulement ? Improbable, abîme et gaieté, tout de même. Je pense qu'il y a quand même une part même si c'est au bord de l'abîme, il y a une part de drôlerie et en fait l'humour, c'est une façon de tenir à la réalité à distance quand elle devient trop violente. Et puisque vous êtes aussi américaine, un américain, vous garderiez quel mot pour ce même livre ?
Twilight, Crépuscule. Oui. Y a-t-il dans votre parcours personnel ou d'écrivaine un souvenir particulier lié aux bibliothèques ? Mais je suis fille de bibliothécaire, donc tous mes souvenirs sont liés aux bibliothèques. De mes visites à la bibliothèque municipale de la rue Hermel dans le 18e arrondissement, qui était l'objet de mes obsessions 2 jours avant, parce qu'en général j'avais fini les livres, on pouvait prendre jusqu'à 3 semaines, mais on n'arrivait jamais jusqu'aux 3 semaines. Donc c'était la visite à la bibliothèque le mercredi, et il y avait un marchand de bonbons à côté, donc ça aussi les enjeux devenaient d'autant plus... carambar et livres, enfin, on fait pas mieux en fait. Et pour terminer, alors là, c'est vraiment dans l'absolu, 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. Bon, en même temps, j'ai déjà quasiment répondu. Donc, les bibliothèques, la joie et les êtres humains. 3 choses que j'aime pas. Les certitudes meurtrières. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Non, mais je vais vous sortir un plat là que j'aime pas du tout. La tête de veau et le vent trop fort. J'ai vécu un ouragan et j'ai encore ces sentiments là quand le vent est trop fort. J'ai cette sorte de syndrome post-traumatique. Mais oui, pour faire une sorte de mélange entre la tête de veau et les totalitarismes, je pense que voilà. Bien, c'est parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.